Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, jamais depuis un siècle et les vagues épidémiques de la grippe espagnole, la France, l'Europe et le monde n'avaient été confrontés à une crise sanitaire aussi grave et aussi dévastatrice que celle que nous traversons depuis près de 10 mois désormais. Hier soir, le Président de la République s'est exprimé devant la Nation pour annoncer aux Français les mesures rendues nécessaires par les circonstances présentes. Aujourd'hui, il m'appartient, dans le cadre fixé par l'article 50-1 de la Constitution, de préciser devant vous tout à la fois les raisons et les modalités de ces nouvelles mesures de lutte contre la pandémie, d'en débattre et de vous demander de vous prononcer. Je veux d'abord dire à la représentation nationale que j'ai parfaitement conscience que les efforts et les sacrifices qui sont à nouveau demandés au pays tout entier vont peser sur la vie de chacune et chacun d'entre nous. Depuis 6 mois, le gouvernement qui m'a précédé comme le mien ont tout fait pour ralentir la circulation du virus et protéger la santé des Françaises et des Français. Mais ce virus, convenons-en tous ensemble, doit appeler chacune et chacun à la plus grande humilité. Le caractère totalement inédit de cette crise et les difficultés à y faire face tiennent en effet d'abord à ce que ce virus n'existait pas il y a encore un an et surtout qu'il reste toujours très imprévisible. Certes, nous savions, ici comme ailleurs, qu'une deuxième vague était possible, voire probable, et nous l'avions anticipé. Mais le fait est qu'aucun pays, regardez autour de nous, aucun pays n'avait prévu qu'elle s'accélérerait de manière à la fois aussi soudaine et aussi brutale. Aucun pays. Nous y sommes. La France, à l'instar de ses voisins, a déconfiné de manière progressive et territorialisée à partir du 11 mai. Dès que des signes de reprise épidémique se sont manifestés cet été, elle a adopté, également à l'instar de ses voisins, une réponse également progressive et territorialisée. Dès ma prise de fonction, j'ai édicté 3 décrets rendant le port du masque obligatoire dans l'espace public, dans les commerces, dans les entreprises. Je n'ai cessé d'appeler à la vigilance, déclarant à plusieurs reprises que le virus n'avait pas pris de vacances. Début août, j'ai invité tous les présidents de grandes métropoles à adopter des plans d'information et de prévention, notamment en direction des publics les plus vulnérables. Dès juillet, nous avons préparé différents scénarios sanitaires pour une rentrée scolaire réussie, et elle l'a globalement été. Nous avons couvert l'ensemble de nos activités professionnelles, sociales, culturelles et sportives de protocoles sanitaires stricts. Nous avons déployé, avec des difficultés logistiques réelles, mais que nous avons surmontées, une politique de dépistage parmi les plus massives d'Europe,
1,8 million de tests cette semaine et 92% de résultats rendus en moins de 48 heures. Lorsque la montée des taux d'incidence a commencé à se traduire par des hospitalisations, nous avons pris, chacun s'en souvient, dans les agglomérations concernées, des dispositions plus contraignantes, notamment la fermeture des bars et des restaurants, puis, plus récemment, le couvre-feu. Ces mesures doivent respecter les exigences de l'État de droit, suivant lesquelles des dispositions privatives de liberté doivent être fondées sur des motifs sanitaires suffisamment avérés. Elles doivent également, pour être pleinement efficaces, recueillir l'acceptation des élus et de la population. Et vous savez que cela n'a pas toujours été simple. Certains qui nous disent aujourd'hui que nous aurions dû agir et plus fort ou que nous n'en faisons pas assez, prétendaient à l'époque que nous en faisions trop. Je veux à ce stade de mon propos saluer les élus locaux avec lesquels je suis en relation permanente pour leur grand sens des responsabilités. Dans la gestion de cette crise, le couple maire-préfet, dont je me suis toujours fait l'ardent promoteur, fonctionne bien et je remercie également les régions et les départements pour leur mobilisation constante. Mais cette stratégie se heurte aujourd'hui à l'emballement de l'épidémie qui frappe le continent européen et notre pays. Aucun pays d'Europe, mesdames et messieurs les députés, n'est épargné. Le nombre de nouveaux cas a été multiplié par 10 en l'espace de 18 jours en Italie. L'Allemagne a enregistré un triplement du nombre de cas en une semaine. La Suisse, pourtant relativement épargnée lors de la première vague, connaît actuellement une situation critique, proche de la saturation de ses capacités hospitalières. Et vous connaissez la situation très préoccupante de l'Espagne et de la Belgique. En France, chaque semaine, ce sont plus de 700 000 nouvelles personnes qui sont atteintes de la Covid-19, porteuses du virus et susceptibles de le transmettre. Si la mortalité affecte principalement des personnes très âgées, la maladie, vous le savez, la maladie affecte toutes les générations, avec des formes graves et des séquelles parfois lourdes et durables. Aujourd'hui, 60% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid, soit 2 fois plus qu'il y a 15 jours. Nous allons devoir gérer, au mois de novembre, un pic d'hospitalisation plus élevé qu'au mois d'avril dernier. Et parce que le virus accélère, nous devons accélérer aussi. La situation évolue et nous nous adaptons aux circonstances nouvelles créées par cette accélération brutale. Le but, lui, ne change pas: sauver les vies de nos concitoyens. Il nous faut pour cela casser par tous moyens la spirale épidémique. C'est la raison pour laquelle le Président de la République a décidé d'instaurer un nouveau confinement à l'échelle du pays tout entier jusqu'au 1er décembre, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Cette perspective est la même pour la plupart
de nos voisins européens où la situation s'aggrave, hélas. Je le dis clairement, il n'y a pas d'autre solution. J'entends dire que pour répondre à l'épidémie, il suffirait d'ouvrir davantage de lits de réanimation. C'est refuser de comprendre que les murs et les lits ne suffisent pas, que l'on ne forme pas un médecin réanimateur ou une infirmière spécialisée en 6 mois. Mais plus grave encore, s'il vous plaît, à supposer que nous puissions augmenter nos capacités sans limite, ce qui n'est pas le cas. Ce raisonnement supposerait que nous puissions accepter de voir le nombre de morts ou de personnes intubées s'envoler. Nous devons faire exactement le contraire. La vraie solution, c'est de couper les chaînes de contamination pour éviter les hospitalisations et l'engorgement des réanimations. Prévenir plutôt que guérir. Pour autant, bien évidemment, nous avons renforcé au cours des derniers mois nos services hospitaliers. En 6 mois, nous nous sommes mis en position d'armer plus de 10 000 lits de réanimation, alors que notre capacité initiale était de 5 000 lits. Nous avons formé autant que possible durant cette période courte. En 6 mois, nous avons reconstitué et entièrement sécurisé les stocks nationaux de respirateurs, médicaments anesthésiques, masques, pour pouvoir prendre en charge plus de 30 000 malades en réanimation quand nous en avions traité 17 000 lors de la première vague. Deuxième idée fausse, j'entends ici ou là dire que nous ne devrions confiner que les plus vulnérables de nos concitoyens, à commencer par les personnes âgées. Mais il n'est pas possible d'établir un mur étanche entre nos aînés et le reste de la population. Il est illusoire de penser que l'on pourrait laisser galoper impunément l'épidémie dans toute la population sans qu'elle ne finisse par atteindre justement ceux que nous cherchons à protéger. Nous assumons le choix, qui n'a cessé d'être le nôtre depuis le début, d'accorder la priorité à la protection sanitaire de tous nos concitoyens. Ce choix, là encore, mesdames et messieurs les députés, j'observe que tous les autres pays européens le font. Mais nous savons d'expérience que cette priorité, lorsqu'elle se traduit par un confinement, n'est pas exempte de conséquences économiques, psychologiques et sociales qui peuvent être graves. C'est pourquoi les modalités et les contours de ce nouveau confinement ne seront pas les mêmes qu'au mois de mars, car nous avons appris, nous avons tiré les conséquences de la première vague. D'abord, et c'est une différence majeure, les établissements scolaires resteront ouverts. Le confinement du printemps dernier a accru fortement le risque de décrochage scolaire pour les enfants, en particulier pour les plus défavorisés. Je voudrais vous dire que le gouvernement fait totalement sien ce diagnostic porté par la Société française de pédiatrie. Les risques éducatifs et sociaux, les bénéfices éducatifs et sociaux apportés par l'école sont très supérieurs aux risques
d'une éventuelle contamination par Covid de l'enfant en milieu scolaire. Je sais également que les enseignants ont été affectés au printemps dernier d'être séparés de leurs élèves et que nous pouvons compter sur leur dévouement et leur attachement à l'école de la République. Comme tous nos grands services publics, l'éducation nationale doit continuer à fonctionner. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées resteront ouverts. Il en va de même du secteur périscolaire. Je sais que le corps enseignant et l'ensemble du personnel éducatif seront au rendez-vous. Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous, les enfants, les enseignants, les parents d'élèves. Conformément à l'avis que nous a transmis hier le Haut Conseil de santé publique, le port du masque sera étendu aux enfants du primaire dès l'âge de 6 ans. À l'université et dans les établissements d'enseignement supérieur, tous les cours magistraux et les travaux dirigés se feront à distance. Seuls les travaux pratiques pourront, dans des conditions spécifiques, être maintenus dans les établissements. Ensuite, mesdames et messieurs les députés, nous devons tout faire pour éviter de connaître une chute de l'activité économique aussi brutale qu'au printemps dernier. La France avait alors connu une récession parmi les plus fortes d'Europe. Nous ne pouvons à nouveau mettre notre économie sous cloche et nous devons continuer à travailler autant que possible, bien entendu dans des conditions sanitaires protectrices et tout en stoppant la circulation virale. Car le chômage et la pauvreté peuvent aussi tuer. Maintenir une activité économique la plus soutenue possible est un impératif pour limiter les effets désastreux de la crise économique qui nous frappe déjà durement. Le recours au télétravail doit être le plus massif possible. Dans le secteur privé, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l'être 5 jours sur 5. Cela sera inscrit dans le protocole national en entreprise qui sera mis en ligne ce soir dans le cadre d'un dialogue social dont je salue ici le haut sens des responsabilités. Dans les administrations publiques, pour tous les agents dont les missions peuvent être totalement ou principalement exercées à distance, le télétravail se fera également 5 jours sur 5. Et pour les autres, ceux pour qui le travail n'est pas possible et dont les activités resteront autorisées, des attestations dérogatoires permettront de poursuivre l'activité. Le secteur du BTP doit continuer à travailler. Nos usines doivent fonctionner. Nos agriculteurs doivent poursuivre leurs activités. Nous maintiendrons les bureaux de poste et les guichets de services publics ouverts. Pour le sport, les entraînements et les compétitions professionnelles pourront se poursuivre. Pour la culture, nous autorisons le travail préparatoire au spectacle, les répétitions, les enregistrements et les tournages afin de préparer les activités de demain. Pour autant, nous le savons, mesdames et messieurs les députés, ce confinement aura des conséquences sociales et économiques lourdes, en particulier pour les secteurs déjà fragilisés, qui vont à nouveau faire l'objet d'une fermeture administrative. C'est aussi ce défi considérable
que nous devons relever. Je comprends la difficulté immense et parfois la détresse qui touche celles et ceux qu'on empêche de travailler. Comme lors de la première vague, les commerces, à l'exception de ceux de première nécessité, seront fermés, tout comme les bars et les restaurants. En revanche, les marchés alimentaires resteront ouverts, sauf décision contraire des préfets. Seront également fermées les entreprises de l'événementiel, du sport et les secteurs du cinéma et du spectacle vivant. Suspendre temporairement ces activités est très douloureux, mais c'est nécessaire pour assurer l'effectivité de nos mesures. Je pense aussi à ceux dont l'activité qui, sans être formellement interdite, subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, le tourisme, l'hôtellerie, l'aéronautique et l'automobile, les chauffeurs de taxi, etc. Comme au printemps dernier, nous ferons tout pour accompagner ces entreprises, leurs salariés et tous les indépendants afin de repousser le risque de faillite. L'État a déployé, c'est reconnu là encore partout, au cours de la première phase, des mesures de soutien exceptionnelles. Ces mesures, nous les reconduisons et nous allons les amplifier. Car nous savons que notre tissu économique a été fragilisé, qu'évidemment, ces entreprises ont les reins moins solides qu'au printemps dernier. Tous les secteurs faisant l'objet d'une fermeture administrative bénéficieront ainsi d'aides pouvant aller jusqu'à 10 000 € par mois via le Fonds de solidarité. Pour tous les secteurs faisant l'objet d'une fermeture administrative, nous mettrons en place l'activité partielle avec 0 à charge pour l'employeur. Pour les autres secteurs, le dispositif d'activité partielle en vigueur, qui devait se réduire au 1er novembre, sera maintenu et prolongé pour les salariés aux conditions actuelles. Les PME qui connaissent des difficultés pourront bénéficier d'un renforcement des exonérations de charges et nous prolongerons de 6 mois les prêts garantis par l'État. Mercredi, le Conseil des ministres adoptera un nouveau projet de loi de finances rectificative prévoyant une enveloppe de 20 milliards d'euros supplémentaires pour financer ces mesures de soutien et d'accompagnement. Nous devons collectivement assumer ces dépenses, car ne rien faire, mesdames et messieurs les députés, ne rien faire aurait un coût économique, financier et surtout humain encore plus considérable. Surtout, je veux vous dire que l'attention du gouvernement dans les jours à venir va se concentrer sur ceux de nos concitoyens qui sont déjà les plus en souffrance depuis le début de la pandémie et qui vont encore être affectés par ce nouveau confinement. Je pense aux jeunes, aux indépendants, aux travailleurs dits de la deuxième ligne, aux publics fragiles et précaires. En concertation avec les partenaires sociaux, les associations et les organisations professionnelles, nous allons renforcer les solutions adaptées à leur situation. À eux, je veux dire que la solidarité nationale, plus que dans les autres pays, soyons-en fiers, continuera à se déployer pleinement. Comme l'a indiqué le Président de la République, nous évaluerons tous les 15 jours la possibilité d'ajuster notre dispositif. Dès aujourd'hui, nous sommes à pied d'œuvre pour anticiper l'échéance du 1er décembre, pour améliorer encore nos outils de prévention
pour tester mieux et plus, pour alerter plus vite, pour protéger de manière plus efficace encore. Pour vivre avec ce virus jusqu'à ce que la science nous permette d'en venir à bout. Mesdames et messieurs les députés, nous vivons un moment douloureux. Nos concitoyens sont inquiets. Beaucoup sont en souffrance. Tous sont concernés par cette maladie. Tous sont menacés par la crise économique. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes, car la vie avec le virus, la maîtrise de cette épidémie, repose avant tout sur notre responsabilité individuelle et collective. La solution est entre les mains de chacune et chacun d'entre nous, je n'ai cessé de le dire. Adoptons nos comportements, respectons les gestes barrières, protégeons-nous, protégeons les autres, y compris chez nous. Évidemment, le gouvernement est en première ligne et j'entends bien assumer sous l'autorité du Président de la République l'intégralité de mes responsabilités devant le pays. Ma présence devant vous est le témoignage de cet engagement autant qu'une marque de profond respect à l'endroit de la représentation nationale. Le débat démocratique est libre. S'il vous plaît. Veillons, mesdames et messieurs les députés, veillons à ne pas donner au pays le spectacle d'une division permanente et de polémiques incessantes. Nous devons, toutes et tous, nous hisser à la hauteur des circonstances. L'épreuve qui nous frappe est inédite. Nous devons faire corps. Nous faisons le choix de la vie et de la solidarité, car c'est le seul qui s'impose. Je vous remercie. Merci, Monsieur